Bonjour, je suis Paul Vissich, initiateur d'Imperium et auteur de sa déclaration de principe, disponible dans le site web imperium-online.eu. En suite logique de la vidéo précédente consacrée à la valeur citoyenne, nous allons maintenant parler de démocratie. Qui n'a jamais entendu cette sentence classique? En 2005, nous avons voté contre le traité constitutionnel pour l'Europe et 2 ans plus tard, il nous a été imposé sous la forme du traité de Lisbonne. C'est bien la preuve que nous ne sommes pas, ou plus, en démocratie. Il se trouve que pour ma part, je ne vois rien ici d'une telle preuve. Tout dépend en fait du sens qu'on donne à démocratie. Si nous définissons par exemple la démocratie, comme vu précédemment, comme le système qui déplace les disconvenances du champ de bataille à la tribune, alors nous sommes toujours en démocratie. On pourrait aussi soutenir que nous pouvons toujours, sans risque, dire à qui veut l'entendre que nous ne serions pas en démocratie. Mais le meilleur démenti à cette sentence reste l'organisation même du référendum de 2005, voire même son refus en 2007, par crainte du résultat. Car cela dit assez de l'importance que le pouvoir accorde à l'opinion. Alors qu'une tyrannie se moque de la vie du peuple, ici, l'État a clairement cherché sa caution, et ce n'est pas le moindre de ses pouvoirs que d'avoir souverainement décrété de la lui refuser. Car la souveraineté dicte ce qui est faisable, du moins à bon droit, ce que ne peut plus faire justement l'Europe institutionnelle. Qu'elle ait décidé de passer outre ce droit dicté par les urnes aurait donné toute légitimité au peuple à bloquer le pays après avoir essuyé ce camouflet, comme il avait su le faire 10 ans plus tôt contre le plan Juppé sur les retraites. Qu'il ait choisi de ne pas le faire, c'est aussi sa décision souveraine. De fait, les pratiques mobilisatrices se sont un peu essoufflées depuis, mais c'est surtout parce que l'État en a tiré les leçons et a appris à segmenter ses réformes pour éviter les fronts unis. Les fronts unis, justement, voilà ce qui manque au peuple souverain pour faire valoir son droit. Ce que trahit en fait la sentence précédente, c'est une conception étriquée de la démocratie, calquée sur les privilèges de l'ancien régime. Dans cette vision, nous n'aurions qu'à nous donner la peine de naître pour exprimer notre bon plaisir et espérer le voir advenir d'un claquement de doigts. Sauf qu'un tel privilège, si tant est qu'il soit seulement possible, n'aurait rien d'un pouvoir. Un pouvoir ne saurait être octroyé. La notion même de pouvoir repose sur une puissance d'agir effective, et la démocratie ne confère au peuple que la légitimité de le faire. Charge à lui ensuite de la faire valoir. Est-ce à dire que la démocratie s'exerce dans la rue? Quand la nécessité l'impose, sans doute, mais la réduire à cela ne correspondrait certainement pas à l'idée de démos qui, certes, désigne le peuple, mais pas la foule. Le démos, c'est l'assemblée des citoyens éclairés et délibérants, à la différence notable justement de l'oklos, la foule chaotique, passionnelle et manipulable. Pour rappel, l'oclocratie est la perversion de la démocratie dans la théorie dite de l'anacyclose formulée par Polybe et admise notamment par Platon, Cicéron et Machiavel. Après la monarchie qui se dégrade en tyrannie, puis l'aristocratie en oligarchie, la démocratie se dégrade à son tour en oclocratie, réputée le pire de tous les régimes, qui voit le règne anarchique de la foule, jusqu'à ce qu'un homme providentiel sauve la cité en réinstaurant une monarchie pour un nouveau cycle. Doit-on en déduire que les grandes grèves de 1995 relèveraient davantage de l'oclocratie que de la démocratie? Loin s'en faut. Car c'est bien le démos, le peuple délibérant, qui opposa un rejet éclairé au plan gouvernemental et décida d'y répliquer par cette action. Loin d'un oclos chaotique. Mais cela revient aussi à dire que le démos ne se réduit pas à ses extrémités. On ne saurait épuiser la démocratie avec les seuls mouvements sociaux, les élections et les référendums. La subjectivité citoyenne réclame bien plus d'implication. Elle implique, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, de combler le chaînon manquant entre le peuple, qui, dans sa globalité, n'a aucune appétence naturelle pour l'exercice du pouvoir, et les formations politiques qui, pour leur part, demeurent cantonnées à la conquête des fonctions électives. Cet espace dans l'ordre public, autrefois occupé par les regroupements syndicaux nés d'une condition ouvrière particulièrement brutale, et relayé ensuite par de nouveaux partis politiques, laisse aujourd'hui un trou béant que seule une subjectivité citoyenne structurée est en mesure de combler. Cette nouvelle structure, nous en avons jeté les bases pour la promotion du cap structurant. Nous avons acté que son succès dans cette entreprise lui vaudra la reconnaissance de l'opinion en tant que nouvelle valeur sociale, ce que nous avons appelé la valeur citoyenne. La première tâche vers cette reconnaissance, nous l'avons vu aussi, est de convaincre
de la nécessité d'un pouvoir d'État renforcé, une idée qui peut toujours rebuter les réserves envers la verticalité du pouvoir. Le premier élément de réponse est que cette verticalité est inévitable. Le peuple, comme nous l'avons vu aussi, n'ayant aucune appétence pour cela et la nature ayant horreur du vide, il ne manquera jamais de candidats au pouvoir vertical, à commencer par le capital secondé par ses lobbies. Mais, contrairement à ce dernier, la verticalité de l'État permet, elle, l'horizontalité d'un contre-pouvoir citoyen. Et c'est le deuxième élément de réponse qui donne tout son sens à la valeur citoyenne, en ce qu'elle est un gage de pérennité du contre-pouvoir démocratique. Nous avons déjà noté quelques premiers éléments de forme pour ces futurs relais, à commencer par le rejet sans appel de toute mystique citoyenne. Il ne s'agira pas plus d'agiter de quelconque valeur morale que d'offrir des tribunes aux rhéteurs habiles à circonvenir les foules. Les relais citoyens seront des espaces de travail égalitaires, capables d'orienter efficacement l'action publique, moyennant une expression des enjeux rendus soigneusement accessibles à tous. Ensuite, nous avons déjà dit qu'ils seront ouverts sans réserve à quiconque souhaite y contribuer, tout en garantissant un respect égal à qui ne le souhaite pas et dont la parole peut s'exprimer autrement. Il reste à développer leur structuration à l'échelle nationale, condition essentielle de leur pérennité. Et nous avons vu pour cela l'importance des technologies modernes de communication. La pérennité de ces espaces citoyens, relais de la parole publique, reposera sur deux conditions essentielles. D'abord, bien sûr, leur capacité à imposer ses conclusions à la représentation politique, et d'autre part, le lien social qu'ils sauront créer dans la conduite des affaires publiques. Sous quelle forme? Beaucoup restent à fixer. Un statut officiel? Délicat. Accordé par qui, sinon par l'État? Il en deviendrait vite suspect. Sauf à imaginer éventuellement de le conditionner à un examen objectif, comme pour le permis de conduire, mais qui en fixerait les modalités? Une responsabilité rémunérée ou indemnisée, comme pour un mandat politique? Délicat là aussi, car non seulement la sincérité de l'engagement se trouverait en but aux intentions vénales, comme on le voit hélas souvent en politique, mais en plus nous avons vu que, dans le système économique actuel, tout crédit supplémentaire de masse monétaire doit trouver sa traduction en valeur échangeable, donc suivant une logique diamétralement opposée au cap structurant. Une simple implication volontaire alors? Certes, à condition d'échapper au risque de discrimination par les moyens matériels. Une personnalité morale peut-être, dotée d'accès privilégié à des responsabilités citoyennes, comme la saisine d'instances politiques ou juridiques, ou encore des référendums d'initiative citoyenne, à creuser. La question n'est pas simple, j'en conviens, et laisse entrevoir bien des sujets de débat. Ce qui est certain, dès à présent, c'est la nécessité impérieuse de faire évoluer le rapport de l'opinion à la politique, à commencer, comme je l'ai déjà dit, par notre rapport à la disconvenance. Le monde médiatique actuel nous offre un spectacle affligeant de la pratique politique où chacun dévalorise systématiquement la parole de l'autre. La conséquence est que tous finissent ainsi par se disqualifier mutuellement, creusant ainsi davantage le fossé entre les citoyens et la politique. Pourtant, Spinoza l'a très bien expliqué, les hommes disconviennent par nature. Donc vouloir toujours convaincre de son propre point de vue n'a ni utilité ni pertinence. L'exposer parmi les autres, en revanche, y compris les plus discordants, est certainement plus propice à l'émergence d'une synthèse conforme à la vie générale. C'est probablement la leçon la plus importante que les sujets politiques, réunis en relais citoyens, donneront à nos représentants pour élever le débat public. Une pratique civilisée de la disconvenance passe en premier lieu par la réhabilitation du clivage gauche-droite qui, relevant de la sensibilité propre de chacun, est définitivement indépassable, comme cela est détaillé dans la déclaration de principe. L'erreur la plus grave de ces deux camps est sans doute de n'avoir pas su se reconnaître comme des vis-à-vis naturels pareillement respectables. Car pour faire une démocratie, il faut être au moins deux. À minima, une majorité et une opposition. Autant dire que le clivage gauche-droite n'est ni plus ni moins qu'une autre façon de dire démocratie. A contrario, nous pouvons dégager ici une définition objective des extrêmes, à savoir une prétention à détenir seule une vérité sans nuance, une incapacité à se reconnaître de vis-à-vis politique naturelle, autrement dit, une position objectivement totalitaire, par définition. Ceci posé, il reste un écueil et de taille. La recherche de synthèse objective pose ouvertement le problème du rapport à la vérité et de la confiance qu'on peut lui accorder.
Nous avons déjà évoqué le phénomène de post-vérité et des moyens de le contrer, mais ce n'est pas le seul problème. Un autre obstacle avec lequel il faudra composer a pour nom pragmatisme. Si chacun connaît le sens courant de ce mot, il faut savoir qu'il désigne aussi un courant philosophique apparu aux États-Unis à la fin du XIXe siècle et qui prétend, en substance, placer la vérité dans l'expérience pratique plutôt que la cohérence logique. Par exemple, un pragmatique pourrait nier sans état d'âme la vérité scientifique de l'infinité de l'univers, au seul motif que personne ne peut le vérifier de ses propres yeux. Comme pour la post-vérité, on peut imaginer ici un autre réflexe défensif opposé à la complexité du monde actuel. La différence étant qu'ici, il ne s'agit pas de personnaliser sa vérité, mais de s'en tenir à une réserve inspirée de saint Thomas. On devine aisément l'impasse dans nos débats. La démonstration la plus aboutie du monde se trouvera à jamais démunie face à un péremptoire « Prouvez-moi d'abord que ça marche ». Car la possibilité même de détenir une telle preuve suppose bien une première expérience, donc tenter au moins une fois sans la dite preuve. La posture pragmatique va nécessiter des contre-mesures spécifiques. Ce type de vérité à la carte est appelé disponible, c'est-à-dire que chacun peut l'adapter à sa convenance. Qui ne s'est jamais entendu clore une discussion par un irrévocable à chacun son opinion, comme si la vérité se réduisait à de simples opinions. La division de l'opinion arrange évidemment toutes les verticalités qui ont intérêt à la disponibilité de la vérité. Du moins, pas pour toutes. On reconnaît justement celles qui arrangent le pouvoir par leur caractère réputé au contraire indisponible. L'Ancien Régime avait son droit divin. La République, une et indivisible, ses fictions globalisantes comme le peuple souverain ou ses valeurs fixées dans la transcendance mystique. Quel que soit le régime, les vérités indisponibles ont pour fonction de garantir la stabilité de l'ordre social. L'ordre économique actuel n'y échappe pas davantage. La sacro-sainte loi du marché est brandie comme une loi supposément naturelle, autrement dit, indisponible, face à une décision humaine qui, elle, serait réputée faillible. Les fictions de l'accumulation primitive ou de la performance individuelle ne visent, selon le même principe, qu'à faire accepter les supposés bienfaits de la dérégulation et des écarts de revenus toujours moins supportables. Autant de fadaises vantées comme des vérités indisponibles pour justifier l'ordre social. Un projet sociétal alternatif doit-il alors lui aussi reposer sur certaines vérités indisponibles? Eh bien oui, évidemment. Aucune chance sinon d'atteindre le consensus indispensable. Et voilà bien le cœur de notre problème. Où trouver cette indisponibilité? Contrairement aux ordres sociaux imposés par le haut, nous n'allons pas recourir à quelque fiction que ce soit, sauf à renoncer par avance à toute chance de mobiliser les bonnes volontés au-delà des chapelles d'opinion. Quant aux formes de débat actuelles, qui se contentent justement d'alimenter le marché des opinions, elles ne nous servent évidemment pas davantage. Comment faire alors? Eh bien, la vérité absolue n'est pas de ce monde, ce point-là est établi. Nous pouvons cependant tenir pour vrai toute chose qu'il est de manière suffisamment consensuelle jusqu'à ce qu'elle ne soit objectivement démentée par une vérité contraire. C'est ça, la relativité de la vérité. Relativité à ce qu'on en sait objectivement, certainement pas à de simples opinions. Il y a un gouffre entre la relativité de la vérité et la disponibilité de la vérité. Inutile donc de perdre son temps en projection dans des imaginaires fantasmés. Oublions l'anticapitalisme primaire et concentrons-nous sur la démonstration de son obsolescence. Pour autant, celle-ci n'en valide pas automatiquement notre scénario alternatif. Chose évidemment impossible avant l'expérience. L'argument à développer est alors que cette solution est tout simplement la seule alternative possible. Oublions donc les lendemains qui chantent. Et contentons-nous de dire, les choses sont comme ça, voilà comment elles vont évoluer, voilà la seule direction alternative disponible, et ça s'arrête là. Voilà une première vérité indisponible. Elle est cependant loin de suffire, car des raisonnements alternatifs peuvent toujours se contredire. C'est ici que nous devons nous intéresser à un autre clivage concernant l'approche de la vérité. Quand celle-ci est énoncée en vertu de sa seule cohérence logique, on dit qu'elle est abstraite ou formelle. Celle en revanche déduite de l'expérience pratique est dite concrète, matérielle ou encore substantielle. La philosophie, par exemple, distingue la vérité formelle de la vérité matérielle selon le champ d'investigation concerné. La première en logique, par exemple, plutôt la seconde dans les sciences expérimentales.
Dans d'autres domaines, le choix apparaît moins tranché. En droit, par exemple, la conception formelle domine, au motif que le droit trouverait justement son fondement dans l'indisponibilité de la rationalité formelle. Contre cela, une critique substantialiste évoque une hypocrisie qui dissimulerait en fait un rapport de pouvoir. Deux arguments, deux points de vue. Qu'en est-il de la pratique citoyenne? A priori, la substance prendrait plutôt le pas sur la forme. Tout argument politique est en effet essentiellement évalué au vu de ses conséquences pratiques et, au nom de la liberté d'expression, s'affrontent des opinions nécessairement substantielles. Le problème est qu'un pouvoir démocratique réel su- suppose de pouvoir s'appuyer sur une base consensuelle. Or, une telle base ne peut être que formelle. Donc, l'idée reçue qui réduit la démocratie à une simple pluralité d'opinions rend illusoire toute perspective de subjectivité citoyenne structurée. Dans ce jeu de dupes, nous ne jouons pas à armes égales avec l'ordre dominant qui, lui, peut user et abuser des fictions indisponibles, donc rassembleuses. Le principal argument des substantialistes est qu'un ordre véritablement formel serait illusoire. Démontrons alors que c'est au contraire parfaitement possible, et l'argument ne tient plus. Comment? Prenons par exemple la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Peut-être savez-vous que la Révolution n'a pas produit une, mais trois déclarations, respectivement en 1789, 1793 et 1795. L'histoire n'a pourtant consacré que la première, qui a directement influencé la Déclaration universelle de 1948. Pourquoi les deux autres ont-elles fini quasiment dans l'oubli? Parce qu'elles se sont piquées de compléter les premiers droits par des codes de bonne conduite purement pratiques. Jugez plutôt. Nul n'est bon citoyen s'il n'est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux. Ou encore, que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mis à mort par les hommes libres. Libre car l'esclavage ne sera aboli que l'année suivante. Comment enfin considérerait-on aujourd'hui nul genre de travail, de culture, de commerce ne peut être interdit à l'industrie des citoyens, avec l'impératif de sobriété consumériste qu'impose l'urgence climatique. Bref, de la bonne vieille production substantielle où vrai un jour ne rime pas forcément avec vrai toujours et que l'histoire n'a logiquement pas retenu. Les droits de 1789, en revanche, sont d'essence formelle et incontestable. Que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit s'entend aujourd'hui comme une évidence. Bien qu'il ne soit sans doute pas inutile, encore de nos jours hélas, de rappeler la suite. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Quoi qu'il en soit, cette égalité n'allait pas de soi à l'époque, et cette lucidité prémonitoire reste remarquable. Mais j'aurais beau jeu d'enfoncer cette porte ouverte, alors sautons directement au point épineux. L'article 17 sur la propriété et son droit inviolable et sacré, qui fait bien les affaires des riches et donne des migraines aux égalitaristes de gauche. Pour commencer, voyons d'abord comment s'en sort ou croit s'en sortir le substantialiste, en opposant d'autres droits, comme par exemple un droit au logement, en l'occurrence ici opposable à la propriété immobilière. Sauf que ça ne tient pas. D'abord, le droit au logement n'est pas un droit au sens strict, au mieux une liberté, éventuellement appuyée sur un droit, comme le droit à une vie digne qui, dans nos sociétés développées, passe par un logement décent, contrairement à une tribu vivant dans la jungle, par exemple. Mais surtout, cela revient à camper sur ses positions ad vitam aeternam, opposant droit contre droit, chacun restant sûr du sien. Autrement dit, un droit énoncé ainsi n'aura jamais aucune utilité pratique. Un comble pour un énoncé qui se veut substantiel. Pour autant, chacun de ces deux droits nous apparaîtra intuitivement de bon sens, et nous avons vu l'importance de prêter attention à nos intuitions. Pour la propriété, nous imaginons difficilement quel droit puisse être invoqué pour nous délester de la nôtre. Pour la dignité, on conçoit encore moins comment un monde qui se prétend civilisé peut laisser des citoyens à la rue. Et, tout aussi intuitivement, nous peinons à concevoir quel droit puisse justifier les écarts de propriété les plus indécents. Alors, comment le formaliste résoudra-t-il mieux ces contradictions? D'abord, en s'attachant à la précision des termes. Ce n'est pas parce qu'un usage établi nomme une chose propriété que celle-ci satisfasse pour autant une définition formelle. Il n'y a rien de plus facile que de faire dire ce qu'on veut au mot. Intuitivement, on pensera bien sûr que l'acquisition d'un bien avec le fruit de son travail est légitime et permet de développer et de l'appeler propriété. Certes. Mais deux obstacles conceptuels apparaissent pourtant ici. D'abord, si le statut de propriété semble acquis, ce n'est pas le cas du critère objectif qui établirait une équivalence entre sa valeur et celle de la quantité de travail fournie en contrepartie.
Ensuite, dans le cas du foncier, quel statut fait du vendeur l'ancien propriétaire? Le même que l'acheteur, évidemment. Comme le propriétaire d'avant, et ainsi de suite. Mais si on remonte ainsi la chaîne, on tombe fatalement sur un voleur, à en croire Rousseau. Je cite. Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire «Ceci est à moi» et trouva des gens assez simples pour le croire, est le vrai fondateur de la société civile, et accessoirement de la propriété privée. On voit que sur le principe, ça ne colle pas. Du moins ici pour la propriété immobilière. Comment alors traduire nos intuitions de bon sens dans les termes adéquats d'une vérité formelle, incontestable? Le premier à avoir formalisé au XVIIe siècle la notion de propriété fut John Locke, un des pères du libéralisme, et qui plus est l'un des inspirateurs de la Déclaration des droits américaine et aussi de la Déclaration française, rien de moins. Dans son deuxième traité du gouvernement civil, Locke définit ainsi la propriété comme un droit naturel sur, je cite, ce qu'il, l'homme, tire de l'état où la nature l'avait mis et où il y a mêlé son travail et ajoute quelque chose qui lui est propre, d'où la propriété. Ainsi, par exemple, une fleur cueillie devient propriété dès lors qu'on y ajoute du travail qui nous soit propre. Ici, le fait de la cueillir, mais, et c'est là le point essentiel, à une condition expresse. Je cite toujours. Qu'il en reste assez d'une qualité aussi bonne et même plus que ne pouvaient utiliser les individus qui n'étaient pas encore pourvus. En clair, la fleur ne peut devenir propriété qu'à la condition qu'il en reste assez pour quiconque souhaite cueillir la sienne. En d'autres termes, la propriété, au sens philosophique du terme, qui est celui de la déclaration, ne peut distinguer que ce que l'économie moderne appelle un bien non rival, c'est-à-dire dont la consommation par l'un ne diminue pas la quantité disponible pour les autres. À défaut, le bien ne peut être qualifié de propriété. On pourrait alors le nommer possession, et là on sort tout simplement du champ de l'article 17, quand bien même certains de ses inspirateurs aient pu être à l'époque animés par d'autres arrière-pensées. Quand la pensée de gauche dispose d'une inspiration en or chez les libéraux et qu'elle passe à côté. Ce qu'il est convenu d'appeler propriété immobilière n'est donc qu'une notion strictement juridique. Au sens philosophique de la déclaration, elle apparaît clairement abusive. Il serait plus juste de parler de possession immobilière, hors sujet donc de l'article 17. Notre intuition des droits fondamentaux n'est cependant toujours pas satisfaite, car on ressentirait toujours comme une injustice de se voir privé de son propre logement, autant que de se voir jeté à la rue suite à une rupture de bail, ou encore, plus évidemment encore, de constater des écarts de niveau de vie de moins en moins supportables. Seule l'analyse formelle permet de résoudre ces contradictions apparentes, à condition, là encore, de définir clairement de quoi on parle. Si les murs eux-mêmes perdent leur statut de propriété, cette dernière n'en disparaît pas pour autant de l'usage d'un bien immobilier. Le possesseur vivant dans ces murs, par exemple, est bien propriétaire du foyer qu'il y a bâti, avec son cortège de souvenirs, et le cadre de vie indispensable à la stabilité de tout citoyen. Il est du reste regrettable que le droit ne distingue pas la notion de foyer, qui est bien plus qu'un simple domicile. Quant au possesseur qui loue son bien, il n'est pas davantage exclu de la propriété. Il ne peut certes se dire propriétaire des murs, entendez bien au sens de la déclaration, et encore moins de la valeur locative de son bien, celle-ci étant fixée par le marché et non par ses soins propres. En revanche, son investissement même est bien le fruit d'un travail propre par lequel il a peut-être ainsi préparé sa retraite, avec les moyens que la société met à sa disposition. Que ces moyens viennent à changer, il n'en serait pas responsable. Dans l'éventualité d'une privation, somme toute pas si hypothétique que ça, considérant nos conclusions sur l'impasse inéluctable de la croissance, eh bien, sa juste et préalable indemnité devrait alors prendre la forme d'une rente publique équivalente, aux antipodes donc des expropriations idéologiques perpétrées sous des régimes collectivistes. Miracle de la pensée abstraite ou formelle, définissez les choses correctement et tout rentre dans l'ordre. La preuve ultime étant que toutes les intuitions de justice, garantes de paix intérieure autant que de cohésion sociale, trouvent leur content. Elle est une boussole qui non seulement permet de comprendre, mais aussi de déceler les fictions derrière les complexités de façade. Alors, plutôt que de céder à la facilité dans la confrontation de vérités substantielles toujours contestables et de finir dans l'impasse, il sera plus utile de dévoiler les vérités formelles, incontestables, quitte à les chercher là où elles se cachent, surtout quand l'évidence n'apparaît pas de prime abord, comme dans l'exemple que nous venons de voir. Voilà quelle sera la tâche primordiale des relais citoyens.
Elle ne nécessitera aucun savoir supérieur en sciences politiques, ni en haute administration, ni en économie, si tant est que ce soit une science. De solides bases philosophiques seront en revanche fort utiles, ce qui peut très bien se développer au sein d'un travail collaboratif, comme ceux qui animeront les espaces citoyens. Avec toujours à l'esprit la citation d'Einstein pour n'exclure personne, si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de 6 ans, c'est que vous ne le comprenez pas complètement. On peut ainsi imaginer d'autres déclarations formelles ou même des amendements à celle de 1789, entendus au sens de précision et non de modification. Le premier qui vient naturellement à l'esprit viserait à préciser que l'homme, au sens de la déclaration, s'entend au sens d'être humain sans distinction, notamment de genre, plutôt que de persister à massacrer la langue avec des pédanteries soi-disant inclusives. On peut aussi imaginer, outre les sujets économiques déjà évoqués, de sages débats sur la retraite par répartition et toutes les pistes de son équilibre financier, sur la transition énergétique, les nouvelles technologies, l'emploi dans le monde actuel, l'immigration, le service national, les diverses sources possibles de financement de l'État et tant d'autres sujets propres à façonner notre société. Ces pistes, relayées ensuite dans tout le pays à travers le web, guidées par la seule objectivité formelle et non la concurrence improductive des opinions, fourniraient des synthèses bien plus aptes que l'inconstance électorale à être appelées sentences souveraines, opposables à ce titre aux candidats aux fonctions électives. Comment nommera-t-on ces relais ou espaces citoyens? On les appelait clubs à la Révolution, comices sous la République romaine. Peu importe le nom que prendront les nôtres. L'essentiel y sera de réinventer une nouvelle forme de débat public, civilisé et exemplaire à l'adresse de nos représentants. Les premières pistes à explorer seront évidemment celles ouvertes par notre cap structurant, à savoir le dépassement nécessaire du capitalisme, qui imposera à certains marchés des modèles alternatifs que ne manqueront pas de combattre les lobbies. Le rapport de force impose donc l'unification politique d'une fédération européenne au sein des 7 pays du groupe Euromède, en attendant un élargissement futur. Et là, loin de tout abandon de souveraineté, il s'agira au contraire de bénéficier de la souveraineté partagée d'une nation devenue 3e puissance économique mondiale. Un poids suffisant pour imposer les décisions nécessaires pour desserrer le carcan de la dérégulation sauvage sur le pouvoir d'achat et de commencer à inverser la croissance qui conduit la Terre à sa perte. Alors, créez les premiers espaces, activez vos réseaux, faites-le savoir, surtout au-delà de vos limites régionales. Échangez. Informaticiens, créez les premières plateformes web et tous les outils nécessaires, tous les outils de réseautage social nécessaires, sans oublier visioconférences et autres webinaires. Si la parole publique parvient ainsi à se structurer à l'échelle nationale, alors aucune offre politique ne pourra plus l'ignorer. En d'autres termes, il ne s'agit ni plus ni moins que de réinventer la démocratie. Hasta siempre. Vous êtes libre de partager, télécharger et diffuser cette vidéo sur tout support à la seule condition de ne pas la modifier. Si vous devez prélever un extrait pour illustration, insérez obligatoirement un lien vers la vidéo complète pour assurer votre public que la sortie du contexte ne modifie pas le sens.